Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. La fenêtre, au bout du hall, m'aspira comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion. Loin, très loin, il y avait la ville, si loin que je doutais d'y avoir jamais mis les pieds. Je ne songeais même pas qu'il eût fallu me présenter à la réception. En vérité, il n'y avait dans ma tête aucune pensée, rien que la fascination pour le vide, par la baie vitrée. Une voix rauque finit par prononcer mon nom, derrière moi. Je me retournai. Un homme d'une cinquantaine d'années, petit, maigre et laid, me regardait avec mécontentement. « Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée ?» me demanda-t-il. Je ne trouvai rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une mauvaise impression le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto. L'homme me dit qu'il s'appelait Monsieur Saito. Il me conduisit à travers d'innombrables et immenses salles, dans lesquelles il me présenta à des hordes de gens, dont j'oubliais les noms au fur et à mesure qu'il les énonçait. Il m'introduisit ensuite dans le bureau où siégeait son supérieur, Monsieur Omochi, qui était énorme et effrayant, ce qui prouvait qu'il était le vice-président. Puis il me montra une porte et m'annonça d'un air solennel que, derrière elle, il y avait Monsieur Haneda, le président. Il allait de soi qu'il ne fallait pas songer à le rencontrer. Enfin, il me guida jusqu'à une salle gigantesque dans laquelle travaillaient une quarantaine de personnes. Il me désigna ma place, qui était juste en face de celle de ma supérieure directe, Mademoiselle Mori. Cette dernière était en réunion et me rejoindrait en début d'après-midi. Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée. Après quoi, il me demanda si j'aimais les défis. Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. « Oui, dis-je. » Ce fut le premier mot que je prononçai dans la compagnie. Jusque-là, je m'étais contenté d'incliner la tête. Le défi que me proposa M. Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Haddon Johnson à jouer au golf avec lui le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. « Qui est Haddon Johnson ?» eus-je la sottise de demander. Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Était-il aberrant d'ignorer qui était M. Johnson, ou alors ma question était-elle indiscrète? Je ne le sus jamais, et ne sus jamais qui était Haddon Johnson. L'exercice me parut facile. Je m'assis et écrivis une lettre cordiale. Monsieur Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf le dimanche suivant avec Monsieur Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je l'apportai à mon supérieur. Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. « Recommencez !» Je pensais que j'avais été trop aimable ou familière avec Haddon Johnson, et je rédigeai un texte froid et distant. Monsieur Saito prenait acte de la décision de Monsieur Johnson et, conformément à ses volontés, jouerait au golf avec lui. Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. « Recommencez !» J'eus envie de demander où était mon erreur, mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les questions, comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire.
Il fallait donc que je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant, sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un côté « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » qui ne manquait pas de sel. J'explorais des catégories grammaticales en mutation. Et si Adam Johnson devenait le verbe, dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complément d'objet, et M. Saito l'adverbe. Dimanche prochain accepte avec joie de venir Adam Johnsonner un jouer au golf M. Saitoman, et pendant l'œil d'Aristote. Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre sans même la lire et me dit que mademoiselle Maury était arrivée. Vous travaillerez avec elle cet après-midi. Entre-temps, allez me chercher un café. Il était déjà 14 heures. Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbé que je n'avais pas songé à faire la moindre pause. Je posai la tasse sur le bureau de M. Saito et me retournai. Une fille haute et longue comme un arc marcha vers moi. Toujours, quand je repense à Fubuki, je revois l'arc nippon, plus grand qu'un homme. C'est pourquoi j'ai baptisé la compagnie Yumimoto, c'est-à-dire les choses de l'arc. Et quand je vois un arc, toujours, je repense à Fubuki, plus grande qu'un homme. Mademoiselle Maury ? Appelez-moi Fubuki. Je n'écoutais plus ce qu'elle me disait. Mademoiselle Maury mesurait au moins 1,80 m, taille que peu d'hommes japonais atteignent. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me pétrifiait, c'était la splendeur de son visage. Elle me parlait, j'entendais le son de sa voix douce et pleine d'intelligence. Elle me montrait des dossiers, m'expliquait de quoi il s'agissait, elle souriait. Je ne m'apercevais pas que je ne l'écoutais pas. Ensuite, elle m'invita à lire les documents qu'elle avait préparés sur mon bureau qui faisait face au sien. Elle s'assit et commença à travailler. Je feuilletai docilement les paperasses qu'elle m'avait données à méditer. Il s'agissait de règlements, d'énumérations. 2 mètres devant moi, le spectacle de son visage était captivant. Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. Tous les Nippons n'ont pas ce nez, mais si quelqu'un a ce nez, il ne peut être que d'origine nippone. Si Cléopâtre avait eu ce nez, la géographie de la planète en eût pris un sacré coup. Le soir, il eût fallu être mesquine pour songer qu'aucune des compétences pour lesquelles on m'avait engagée ne m'avait servi. Après tout, ce que j'avais voulu, c'était travailler dans une entreprise japonaise. J'y étais. J'avais eu l'impression de passer une excellente journée. Les jours qui suivirent confirmèrent cette impression. Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle dans cette entreprise. Cela m'indifférait. Monsieur Saito semblait me trouver consternante. Cela m'indifférait plus encore. J'étais enchantée de ma collègue. Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante pour passer 10 heures par jour au sein de la compagnie Yumimoto. Son teint à la fois blanc et mat était celui dont parle si bien Tanizaki. Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Son visage l'apparentait à l'œillet du vieux Japon, symbole de la noble fille du temps jadis. Posé sur cette silhouette immense, il était destiné à dominer le monde. Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies de l'univers. Monsieur Haneda en dirigeait la section import-export qui achetait et vendait tout ce qui existait à travers la planète entière. Le catalogue import-export de Yumimoto était la version titanesque de celui de Prévert, depuis l'emmental finlandais jusqu'à la soude singapourienne, en passant par la fibre optique canadienne, le pneu français et le jute togolais,
Rien n'y échappait. L'argent, chez Yumimoto, dépassait l'entendement humain. À partir d'une certaine accumulation de zéros, les montants quittaient le domaine des nombres pour entrer dans celui de l'art abstrait. Je me demandais s'il existait, au sein de la compagnie, un être capable de se réjouir d'avoir gagné 100 millions de yens ou de déplorer la perte d'une somme équivalente. Les employés de Yumimoto, comme les zéros, ne prenaient leur valeur que derrière les autres chiffres. Tous, sauf moi, qui n'atteignais même pas le pouvoir du zéro. Les jours s'écoulaient et je ne servais toujours à rien. Cela ne me dérangeait pas outre mesure. J'avais l'impression que l'on m'avait oublié, ce qui n'était pas désagréable. Assise à mon bureau, je lisais et relisais les documents que Fubuki avait mis à ma disposition. Ils étaient prodigieusement inintéressants, à l'exception de l'un d'entre eux, qui répertoriait les membres de la compagnie Yumimoto. Y étaient inscrits leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, le nom du conjoint éventuel et les enfants avec, pour chacun, la date de naissance. En soi, ces renseignements n'avaient rien de fascinant. Mais quand on a très faim, un crouton de pain devient alléchant. Dans l'état de désœuvrement et d'inanition où mon cerveau se trouvait, cette liste me parut croustillante comme un magazine à scandale. En vérité, c'était la seule paperasse que je comprenais. Pour avoir l'air de travailler, je décidai de l'apprendre par cœur. Il y avait une centaine de noms. La plupart étaient mariés et pères ou mères de famille, ce qui me rendait ma tâche plus difficile. J'étudiais. Ma figure était tour à tour penchée sur la matière, puis relevée pour que je récite à l'intérieur de ma boîte noire. Quand je redressai la tête, mon regard tombait toujours sur le visage de Fubuki, assise face à moi. Monsieur Saito ne me demandait plus d'écrire des lettres à Haddon Johnson, ni à personne d'autre. D'ailleurs, il ne me demandait rien, sauf de lui apporter des tasses de café. Rien n'était plus normal, quand on débutait dans une compagnie nippone, que de commencer par l'ochakumi, la fonction de l'honorable thé. Je pris ce rôle d'autant plus au sérieux que c'était le seul qui m'était dévolu. Très vite, je connus les habitudes de chacun. Pour M. Saito, dès 8h30, un café noir. Pour M. Unaji, un café au lait, 2 sucres, à 10h. Pour M. Misuno, un gobelet de coca par heure. Pour M. Okada, à 17h, un thé anglais avec un nuage de lait. Pour Fubuki, un thé vert à 9h, un café noir à 12h, un thé vert à 15h et un dernier café noir à 19h. Elle me remerciait à chaque fois avec une politesse charmante. Cette humble tâche se révéla le premier instrument de ma perte. Un matin, M. Saito me signala que le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation d'une firme amie. Café pour 20 personnes. J'entrai chez M. Omochi avec mon grand plateau et je fus plus que parfaite. Je servis chaque tasse avec une humilité appuyée, psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage, baissant les yeux et m'inclinant. S'il existait un ordre du mérite de l'ochakumi, il eût dû m'être décerné. Plusieurs heures après, la délégation s'en alla. La voix tonitruante de l'énorme monsieur Omochi cria « Saito-san !» Je vis M. Saito se lever d'un bond, devenir livide et courir dans l'antre du vice-président. Les hurlements de l'obèse résonnèrent derrière le mur. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais cela n'avait pas l'air gentil. M. Saito revint, le visage décomposé. Je ressentis pour lui une sotte bouffée de tendresse en pensant qu'il pesait le tiers de son agresseur. Ce fut alors qu'il m'appela sur un ton furieux. Je le suivis jusqu'à un bureau vide. Il me parla avec une colère qui le rendait bègue. « Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme amie. Vous avez servi le café avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais à la perfection. »« Mais je ne le parle pas si mal, Saito-san. »« Taisez-vous.
De quel droit vous défendez-vous? Monsieur Omochi est très fâché contre vous. Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin. Comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance avec une blanche qui comprenait leur langue? À partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais. Je le regardai avec des yeux ronds. Pardon? Vous ne connaissez plus le japonais, c'est clair? Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagé. Cela m'est égal. Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais. C'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. Il y a toujours moyen d'obéir. C'est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre. Nous y voici, pensai-je avant de reprendre. Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer à oublier une langue. Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. Cet argument extravagant parut recevable à M. Saito. Essayez quand même. Au moins, faites semblant. J'ai reçu des ordres à votre sujet. Est-ce que c'est entendu? Le ton était sec et cassant. Quand je rejoignis mon bureau, je devais tirer une drôle de tête, car Fubuki eut pour moi un regard doux et inquiet. Je restai longtemps prostré, à me demander quelle attitude adopter. Présenter ma démission eût été le plus logique. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à cette idée. Aux yeux d'un occidental, ce n'eût rien eu d'infamant. Aux yeux d'un japonais, c'eût été perdre la face. J'étais dans la compagnie depuis 1 mois à peine. Or, j'avais signé un contrat d'1 an. Partir après si peu de temps m'eût couverte d'opprobre, à leurs yeux comme aux miens. D'autant que je n'avais aucune envie de m'en aller. Je m'étais quand même donné du mal pour entrer dans cette compagnie. J'avais étudié la langue tokyoïde des affaires, j'avais passé des tests. Certes, je n'avais jamais eu l'ambition de devenir un foudre de guerre du commerce international, mais j'avais toujours éprouvé le désir de vivre dans ce pays, auquel je vouais un culte depuis le premier souvenir idyllique que j'avais gardé de ma petite enfance. Je resterai. Par conséquent, je devais trouver un moyen d'obéir à l'ordre de M. Saito. Je sondai mon cerveau à la recherche d'une couche géologique propice à l'amnésie. Y avait-il des oubliettes dans ma forteresse neuronale? Hélas, l'édifice comportait des points forts et des points faibles, des échauguettes et des fissures, des trous et des douves, mais rien qui permît d'y ensevelir une langue que j'entendais parler sans cesse. À défaut de pouvoir l'oublier, pouvais-je du moins la dissimuler? Si le langage était une forêt, m'était-il possible de cacher, derrière les hêtres français, les tilleuls anglais, les chênes latins et les oliviers grecs, l'immensité des cryptomères nippons qui, en l'occurrence, eussent été bien nommés? Mori, le patronyme de Fubuki, signifiait forêt. Fût-ce pour cette raison qu'à cet instant je posai sur elle des yeux désemparés. Je m'aperçus qu'elle me regardait toujours, l'air interrogateur. Elle se leva et me fit signe de la suivre. À la cuisine, je m'effondrai sur une chaise. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» me demanda-t-elle. Je vidai mon cœur. Je parlais d'une voix convulsive, j'étais au bord des larmes. Je ne parvins plus à retenir des paroles dangereuses. Je hais M. Saito. C'est un salaud et un imbécile. Fubuki eut un petit sourire. Non, vous vous trompez. Évidemment, vous êtes gentille, vous ne voyez pas le mal. Enfin, pour me donner un ordre pareil, ne faut-il pas être un... Calmez-vous. L'ordre ne venait pas de lui. Il transmettait les instructions de M. Omochi. Il n'avait pas le choix. En ce cas, c'est M. Omochi qui est un... C'est quelqu'un de très spécial, me coupa-t-elle. Que voulez-vous? C'est le vice-président. Nous n'y pouvons rien. Je pourrais en parler au président, M. Haneda. Quel genre d'homme est-il? M. Haneda est un homme remarquable. Il est très intelligent et très bon. Hélas, il est hors de question que vous alliez vous plaindre à lui. Elle avait raison, je le savais, il eût été inconcevable, en amont, de sauter même un seul échelon hiérarchique, a fortiori d'en sauter autant. Je n'avais le droit de m'adresser qu'à mon supérieur direct, qui se trouvait être mademoiselle Mori. Vous êtes mon seul recours, Fubuki. Je sais que vous ne pouvez pas grand-chose pour moi, mais je vous remercie. Votre simple humanité me fait tant de bien. Elle sourit. Je lui demandai quel était l'idéogramme de son prénom. Elle me montra sa carte de visite. Je regardai les kanji et m'exclamai. Tempête de neige.
Fubuki signifie tempête de neige. C'est trop beau de s'appeler comme ça. Je suis née lors d'une tempête de neige. Mes parents y ont vu un signe. La liste Yumimoto me repassa dans la tête. Mori Fubuki, née à Nara le 18 janvier 1961. Elle était une enfant de l'hiver. J'imaginais soudain cette tempête de neige sur la sublime ville de Nara, sur ses cloches innombrables. N'était-il pas normal que cette superbe jeune femme fût née le jour où la beauté du ciel s'abattait sur la beauté de la terre? Elle me parla de son enfance dans le Kansai. Je lui parlai de la mienne, qui avait commencé dans la même province, non loin de Nara, au village de Shukugawa, près du mont Kabuto. L'évocation de ces lieux mythologiques me mettait les larmes aux yeux. Comme je suis heureuse que nous soyons toutes les deux des enfants du Kansai. C'est là que bat le cœur du vieux Japon. C'était là aussi que battait mon cœur depuis ce jour où, à l'âge de 5 ans, j'avais quitté les montagnes nippones pour le désert chinois. Ce premier exil m'avait tant marqué que je me sentais capable de tout accepter afin d'être réincorporé à ce pays dont je m'étais si longtemps cru originaire. Quand nous retournâmes à nos bureaux qui se faisaient face, je n'avais trouvé aucune solution à mon problème. Je savais moins que jamais quelle était et quelle serait ma place dans la compagnie Yumimoto. Mais je ressentais un grand apaisement parce que j'étais la collègue de Fubuki Mori. Il fallait donc que j'aie l'air de m'occuper sans pour autant sembler comprendre un mot de ce qui se disait autour de moi. Désormais, je servais les diverses tasses de thé et de café sans l'ombre d'une formule de politesse et sans répondre aux remerciements des cadres. Ceux-ci n'étaient pas au courant de mes nouvelles instructions et s'étonnaient que l'aimable geisha blanche se soit transformée en une carpe grossière comme une Yankee. Le tchakumi ne me prenait hélas pas beaucoup de temps. Je décidai, sans demander l'avis de personne, de distribuer le courrier. Il s'agissait de pousser un énorme chariot métallique à travers les nombreux bureaux géants et de donner à chacun ses lettres. Ce travail me convenait à merveille. D'abord, il utilisait ma compétence linguistique puisque la plupart des adresses étaient libellées en idéogrammes. Quand M. Saito était très loin de moi, je ne cachais pas que je connaissais le nippon. Ensuite, je découvrais que je n'avais pas étudié par cœur la liste Yumimoto pour rien. Je pouvais non seulement identifier les moindres des employés, mais aussi profiter de ma tâche pour, le cas échéant, leur souhaiter un excellent anniversaire, à eux ou à leur épouse ou progéniture. Avec un sourire et une courbette, je disais « Voici votre courrier, monsieur Shiranai. Un bon anniversaire à votre petit Yoshiro, qui a 3 ans aujourd'hui. » Ce qui me valait à chaque fois un regard stupéfait. Cet emploi me prenait d'autant plus de temps qu'il me fallait circuler à travers la compagnie entière qui s'étalait sur 2 étages. Avec mon chariot, qui me donnait une contenance agréable, je ne cessais d'emprunter l'ascenseur. J'aimais cela, car juste à côté, à l'endroit où je l'attendais, il y avait une immense baie vitrée. Je jouais alors à ce que j'appelais me jeter dans la vue. Je collais mon nez à la fenêtre et me laissais tomber mentalement. La ville était si loin en dessous de moi. Avant que je m'écrase sur le sol, il m'était loisible de regarder tant de choses. J'avais trouvé ma vocation. Mon esprit s'épanouissait dans ce travail simple, utile, humain et propice à la contemplation. J'aurais aimé faire cela toute ma vie.